Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Paris pour ce nouveau numéro de C'est plus que du foot, consacré cette semaine à un joueur qui a eu une très longue carrière en Ligue 1 et en Ligue 2. Benjamin Nivet sera avec nous dans un instant, mais d'abord je vous présente les chroniqueurs, les historiques qui seront là pour m'accompagner aujourd'hui. Mehdi, comment ça va? Ça va et toi, Nourri? Très bien, Camille, Ça va, ça va. merci à vous deux d'être là. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite, on appelle Benjamin, on est de retour dans un instant. Benjamin. Allô? Allô, allô. Bonjour Benjamin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Bah écoute, c'est un honneur d'avoir un joueur comme toi parce que tu as une carrière peu commune, une longévité exceptionnelle. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu la particularité de ma carrière où j'ai commencé à 20 ans mon premier match en professionnel et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de finir à 42 ans, donc quelque chose que je m'attendais pas du tout, mais après avec le recul je me dis bon, j'ai toujours mis en place tout ce qu'il fallait pour essayer d'être le plus performant et d'être le moins blessé possible, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir finir aussi tard. Bah c'est super, donc je te représente mes chroniqueurs du jour, Mehdi et Camille qui vont mener avec moi l'interview. Eh bien enchanté Mehdi et Camille, Enchanté. avec plaisir. Enchanté, Benjamin. Donc Benjamin, c'est moi qui vais commencer, je te pose la première question. Alors dans cette interview, on va la mener d'une manière un peu chronologique et je voudrais d'abord te demander comment tout a commencé pour toi dans le football, comment cette envie elle est venue. Ouais, donc du coup, moi j'ai commencé à 5 ans dans un petit village d'Eure-et-Loir, à Brou. L'envie, c'est tout simple, hein, c'est le père qui jouait du coup dans l'équipe du village, l'équipe première du village, et puis forcément je le suivais. Et puis petit à petit, bah, j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Mon premier maillot que j'ai revêtu dans ce club de Brou, mon premier club. Eh ben, Donc, je constate qu'en 1992, tu intègres l'un des centres de formation alors les plus prestigieux d'Europe, celui de la JOCR, avec un très grand nom du football français, Giroud. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience auxerroise et de ce grand homme? Ouais, donc du coup, si on reprend un peu chronologiquement, je vais juste vous parler, faire une petite parenthèse sur 2 ans plus tôt où j'intègre l'INF Clairefontaine. Ouais, C'est pour vas-y. moi le début vraiment dans l'aventure un peu professionnelle parce que là, je rentre dans le centre de préformation. J'ai été sélectionné parmi les meilleurs à peu près d'une région tout autour de l'Île-de-France et notamment il y avait Thierry Henry, William Gallas, Jérôme Bretagne, Pierre Ducrot, Grégory Taforé, pas mal de joueurs qui ont fait une belle carrière en professionnel, certains internationaux comme Thierry. Donc c'est vraiment les débuts vraiment voilà, de la connaissance de peut-être d'une possibilité de faire une carrière professionnelle. Donc grâce à l'INF Clairefontaine à 15 ans, j'intègre, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, le centre de formation de la JOCR, qui est pour moi l'un des plus réputés avec Nantes à l'époque. Et c'est pour moi peut-être un choix particulier parce que c'est un centre de formation à Auxerre où on demande beaucoup d'être fort très athlétiquement. C'est du marquage individuel, mais par contre, j'ai énormément progressé au niveau physique. Autant j'étais plutôt très technique avec une vision du jeu qui était au-dessus de la moyenne. Par contre, j'étais très déficient physiquement où j'ai beaucoup de lacunes et athlétiquement. Et du coup, j'ai fait beaucoup de retard grâce à la JOCR. Quand je suis arrivé à 15 ans, à l'époque, j'ai choisi Auxerre parce que déjà le centre de formation est déjà très beau par rapport aux autres. J'avais Lyon ou Sochaux où j'hésitais avec ces 3 clubs-là. Et puis j'ai été reçu par Giroud dans le vestiaire des pros. Donc ça a fait la différence avec un maillot de la GIA offert par Giroud en personne qui savait un peu de tout de moi, quoi, qui savait que j'étais un joueur très technique. Et il a dit, je me rappellerai de ces mots, bon bah toi il va falloir t'apprendre le physique. Donc, quand on est reçu par Giroud à 15 ans, forcément ça a fait la différence. C'est sûr. C'est donc Giroud qui te fait signer ton premier contrat pro à 18 ans, mais tu ne débutes en pro que 2 ans plus tard, en 1997, face à Châteauroux. Je voulais te demander Ouais, quel exact. souvenir gardes-tu de cette première expérience sur les terrains de Ligue 1? Ouais, du coup, bah, Giroud, il avait un peu temps d'avance sur les autres par rapport à. Il y avait eu l'arrêt Bosman, il avait peur, on était quelques joueurs à être en équipe de France jeune. Donc il avait peur qu'on signe à l'étranger à la fin de notre contrat stagiaire pro. Donc il nous a fait signer pro 1 an plus tôt. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à 20 ans et premier match contre Châteauroux en 97 avec la GIA.
un souvenir immense. C'est un de mes plus beaux souvenirs parce qu'on l'attend, ce premier match en professionnel, et on a l'impression de se sentir tout petit dans un grand stade. Ça fait bizarre, mais une sensation assez incroyable, surtout dans une équipe d'Auxerre qui tutoyait les premiers rôles. Donc, un plaisir immense et des émotions très importantes, et surtout voilà, tous les proches qui étaient là pour ce premier match. Ça fait plaisir. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 ans en attente de jouer ton premier match pro? Il s'est passé quoi exactement? En fait, j'ai beaucoup évolué avec l'équipe réserve. Et donc, du coup, dans un premier temps, j'étais pas encore. J'ai signé pro bien avant parce que Giroud sentait que j'avais peut-être le potentiel pour être professionnel, mais je n'étais pas encore prêt à 18 ans à jouer en équipe première parce que je manquais encore de caractère. Physiquement, j'étais encore un petit peu en retard. Donc, du coup, je me suis aguerri avec l'équipe réserve en National 2. Et petit à petit, je m'entraînais avec les pros. Après, j'ai fait beaucoup de bancs où je me suis beaucoup échauffé. Giroud était quand même un entraîneur qui faisait très peu de changements. Donc du coup, il a fallu attendre un bon bout de temps. Pourtant, j'ai fait beaucoup de bancs, beaucoup dans l'effectif pro avant de faire ma première rentrée. Donc, mais bon, ça a été une bonne expérience, une évolution aussi, peut-être progressive, peut-être lente, mais peut-être que c'était par rapport aussi à moi, mon caractère, mon style de jeu, mon physique qui me permettait pas peut-être d'évoluer trop tôt dans le monde professionnel. Et Benjamin, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé de l'arrêt Bosman tout à l'heure, et le fait que justement tu as fait signer ton premier contrat pro jeune, avant que tu sois entre guillemets prêt à jouer à la GIA. Est-ce que toi tu as eu la tentation avec cet arrêt Bosman de partir à l'étranger à un certain moment ou pas du tout? Pas du tout. Sincèrement, pas du tout. Parce que je suis très attaché au championnat de France. J'ai été bercé par ce championnat quand j'étais gamin, j'étais jeune, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette envie de jouer dans le championnat de France, d'en jouer dans tous ces beaux stades. J'ai envie de découvrir ça, même jouer devant ma famille, devant mes proches. Donc, je n'avais pas cette tentation d'aller à l'étranger à cet âge-là. Et, même plus tard dans ma carrière, j'aimais tellement jouer en France que ça m'est pas venu à l'esprit. Après, peut-être aussi j'ai pas eu les opportunités aussi pendant ma carrière, et même à cette époque-là, qui m'auraient pu me faire réfléchir et devoir faire un choix. Mais en tout cas, non, c'était pas à l'esprit, en tout cas à 18 ans. Et quel était le stade en France qui t'a le plus impressionné, où tu as ressenti le plus d'émotions à part le stade de l'Aube? Le Parc des Princes, moi c'est mon stade, c'est celui où j'étais fan du PSG quand j'étais jeune, j'allais souvent au parc. Pour moi, c'est le plus beau stade en France, malgré tous les stades qui sont venus à partir de l'Euro 2016. Surtout le Vélodrome qui est très impressionnant. Le Parc OL aussi, magnifique. C'est un magnifique stade, mais c'est vrai que moi, le Parc des Princes, pour moi, c'est le plus beau, le mythique stade en France. Il n'a pas d'équivalent pour moi. Tu aurais pas pu faire plus plaisir à Camille parce qu'il est fan du PSG lui aussi. Ah, ça tombe bien. Alors, il y a peut-être un fan de Marseille parmi les deux autres, du coup. Oh, exactement, exactement. Ouais. Carrément. C'est bon ça, hein, c'est Paris, Marseille, mais c'est vrai que le Vélodrome, j'y ai joué donc la première fois. Donc il y a eu 3 évolutions. J'ai pas joué dans le tout premier quand JPP mettait ses papinades, mais j'ai joué après quand il était ouvert. Maintenant il a rien à voir. Hein. C'est impressionnant la différence. C'est plus tout le même Vélodrome pour avoir joué dans les deux. C'est incroyable. Quand j'ai joué dans le nouveau, c'est impressionnant. Ouais. Donc malheureusement, tu n'as joué qu'une quinzaine de matchs en 2 saisons, et tu rejoins la Berrichonne de Châteauroux en 99, qui était alors la pensionnaire de Ligue 2. Est-ce que c'était naturel pour toi d'aller chercher du temps de jeu en deuxième division, ou est-ce que tu as beaucoup hésité à passer d'une grosse écurie de Ligue 1 à une équipe de D2? Non, j'ai pas hésité. Je sentais que c'était compliqué. La porte commençait à se fermer. J'avais pas la confiance de l'entraîneur. Les autres poussaient derrière moi parce que Auxerre faisait confiance à ses jeunes. Et Olive Capot, qui était très performant, poussait derrière moi. Donc on jouait à peu près le même poste. Il y avait Tegno aussi à l'époque, Lionel Matisse, à peu près dans l'HUR qui revenait, qui était en pleine forme aussi. Donc beaucoup de joueurs à mon poste, et il y avait une très belle équipe de la GIA. Et donc j'ai senti qu'il fallait. Moi j'avais besoin de jouer, je voulais jouer, et donc du coup j'ai demandé à être prêté à Châteauroux dans un premier temps. Et ça m'a permis de voir ce que ça faisait d'être un titulaire dans une équipe peut-être à un niveau inférieur, mais en tout cas d'être
considéré. J'avais plus l'étiquette du jeune à la GIA collée dans mon dos et que j'avais du mal à décoller. Et du coup, j'ai demandé après être transféré à Châteauroux, alors que Giroud m'avait fait une proposition de contrat bien plus élevée peut-être qu'à Châteauroux, mais moi je voulais jouer et donc c'était pour moi mon intérêt de peut-être de descendre d'un niveau, mais au moins de jouer et d'être titulaire et de gagner du temps de jeu et de continuer ma progression. Donc c'était pour moi une évidence. Et quel souvenir tu gardes de ce club de Châteauroux? Très bon souvenir. Alors, sincèrement, la ville, elle n'est pas exceptionnelle, mais l'ambiance et puis le club, moi, je suis arrivé dans un club vraiment très bien structuré et j'ai vécu vraiment de belles saisons à la Berrichonne. Il y avait toujours l'ambition de développer. On était toujours dans le haut du tableau. Ligue 2, on n'a pas réussi à gravir pour remonter en Ligue 1 et on a fait des belles périodes aussi en Coupe de France, Coupe de la Ligue. Donc, non, moi, ça a été un tremplin pour moi de passer par la Berrichonne. Donc, vraiment que de très bons souvenirs. Et donc après ce passage à Châteauroux, tu t'engages à Troyes en janvier 2002, qui est alors en Ligue 1. Et au bout d'un an et demi, l'Estac est relégué. Et c'est Jean-Marc Furlan qui arrive en 2004. Donc vous faites 2 saisons de Ligue 2, puis vous remontez en Ligue 1. Et moi, d'abord, j'ai envie de te demander quel souvenir tu gardes de ce sacré personnage qu'est Jean-Marc Furlan. Bah ouais, non, mais lui, c'était un peu une alchimie qui se passe entre un entraîneur et un joueur. C'est un entraîneur en fait qui était qu'un esthète du beau jeu, qui veut voilà, créer du jeu, qui s'appuyait au plus sur un vrai numéro 10, ce qui n'a pas été le cas tout le début de ma carrière, alors que moi je suis plutôt un vrai numéro 10. Du coup, la rencontre était parfaite, quoi. Donc du coup, il m'a mis dans les meilleures dispositions possibles pour évoluer à mon poste et pour du coup, il a valorisé toutes mes qualités. Et puis j'ai pris énormément de plaisir parce qu'à l'entraînement je prenais du plaisir, en match tu prenais plaisir parce qu'on faisait du jeu, c'est un jeu collectif à 1-2 touches de balle avec beaucoup de mouvements, le jeu que j'adore, quoi. Donc voilà, pour moi c'est un entraîneur qui a une très belle carrière en Ligue 2 parce qu'il a fait beaucoup de montées, il est recordman, mais c'est dommage qu'en Ligue 1 il n'ait pas eu un club un peu plus huppé pour pouvoir mettre en place toutes ces idées de jeu, parce que après c'est plus difficile quand vous montez en Ligue 1 et vous êtes dans une équipe qui joue le bas de tableau et qui a un petit budget pour mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Il a un vrai projet de jeu et pour moi ça a été une très très belle rencontre. Et Benjamin, je vois que durant ce premier passage à 3, tu seras coéquipier notamment de 2 futurs internationaux français, Bafétim Gomis et Blaise Matuidi. Quels souvenirs tu gardes d'eux et est-ce que tu t'attendais à une telle carrière pour eux? Sincèrement, c'est difficile parce qu'ils étaient jeunes de se dire Blaise, je l'aurais vu champion du monde, la carrière qu'il a eue. Baffé, beaucoup plus peut-être de se dire peut-être qu'il allait avoir aussi une belle carrière. Baffé. Blaise, je savais aussi qu'il allait avoir une belle carrière, mais à ce point-là, je pensais pas. Alors, les souvenirs, les deux, déjà humainement, c'est 2 jeunes avec beaucoup de très respectueux, travailleurs, très bonne mentalité, humble, mais compétiteur. Moi, j'ai adoré ces 2 jeunes. Blaise, il arrivait du centre de formation, passé par l'INF aussi comme moi, et il arrivait dans le vestiaire où pas un mot plus haut que l'autre, très respectueux, humble. Mais sur le terrain, par contre, quel que soit l'adversaire, il avait 17 ans, quel que ce soit un ancien ou qui que ce soit qui avait en face de lui à l'entraînement, il lui marchait dessus parce que c'était c'était un compétiteur né. Et il a fait des très grosses impressions. Moi, je me rappelle, des fois, je jouais en numéro 6 à côté de lui. Jean-Marc Ferrand me faisait jouer en deuxième 6 à côté de lui parce qu'on savait que lui, il n'y avait pas de souci, il allait ratisser les ballons, quoi. Donc, moi, des fois, je savais qu'il était au duel, je savais très bien qu'il allait la remporter. Je pensais déjà me dire, il va la gagner, il va me la donner, quoi. Parce qu'en plus, il était intelligent, parce qu'il savait que il donnait très vite le ballon, donc il avait une intelligence de jeu, savoir qu'il savait où étaient ses points forts et il savait qu'il fallait pas aller trop dans ses points faibles, donc il avait cette particularité-là d'être très très intelligent en plus de ça, donc voilà sur Blaise. Et puis Baffé nous a rejoint 6 mois pour nous aider à monter de Ligue 2 en Ligue 1. C'était une aubaine pour nous d'avoir un joueur comme lui prêté par Saint-Etienne parce que physiquement il est déjà impressionnant et puis pas avare d'efforts tant défensivement, offensivement, il était très adroit devant le but, il avait marqué des buts très importants. Et puis surtout que moi j'adorais parce que ses appels de balles pour un milieu de terrain offensif, c'est du beurre, quoi. C'est facile à lire, quoi, parce que c'est très franc et du coup il y avait une osmose entre lui et moi. Ouais.
Et donc ça m'amène un peu à ma question suivante. C'est qui le joueur, enfin si tu devais retenir un joueur, le joueur le plus talentueux avec lequel tu as joué, enfin celui qui t'a le plus impressionné sur le terrain. C'est toujours difficile parce que je jouais avec des joueurs très talentueux. Il y en a un, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, j'aime bien le nommer parce que c'est un joueur qui m'a impressionné, Moussa Saïb, international algérien. Algérien, ouais, très bien. Ouais, et d'une gentillesse en plus incroyable. Donc lui, il était très impressionnant quand il était à Auxerre. Franchement, c'était un régal. Un régal, ce joueur milieu de terrain, un peu box-to-box, très, très joué techniquement. Et après, le deuxième que je cite souvent, c'est Blaise, parce que Blaise, la carrière qu'il a faite, il a optimisé au maximum ses qualités. Il n'a fait que progresser, il a eu une très bonne progression, évolution parfaite. Tout le temps, chaque année, il progressait. Donc, je dirais Blaise par rapport à sa carrière. Et Benjamin, moi j'aimerais te demander, toi qui es en centre de formation, donc campus à l'INF et tout, est-ce qu'il y a une part de chance et de réussite pour atteindre le niveau professionnel ou c'est vraiment que le niveau intrinsèque? Moi, je pense que la part de chance ou de réussite, elle est minime. Je pense que la plus grosse part, elle est dans le mental et dans le travail. Après, le talent fait la différence parce que après, si tu as un Mbappé, les mecs, c'est leurs normes là. Mais pour moi, mental, travail. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je crois que celui qui veut vraiment y arriver mentalement, de rien lâcher, de toujours se réfugier dans le travail quand ça va un peu moins bien. Et puis mentalement, ne jamais être. Faut être fort dans sa tête pour pouvoir réussir aussi. Donc, part de réussite ou de chance, moi, je trouve qu'elle est très, très minime. Ok. Et donc après ce passage, pardon, excuse-moi. En 2007, tu t'engages au Stade Malherbe de Caen. Ça a coupé un peu, non ? Tu m'entends bien ? Ouais, là c'est bon. Ouais. Ok. Ouais. Donc en 2007, tu t'engages au Stade Malherbe de Caen. On sait qu'à ce moment-là, il y a d'autres clubs qui sont intéressés par toi. Je pense l'Olympique de Marseille, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce choix de rejoindre la Normandie ? Alors, je sais pas si je capte moins bien, moi, parce que là, j'ai entendu à peu près la question. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. D'accord, vous me dites si vous m'entendez moins, parce que j'ai l'impression que ouais, du coup, moi, c'est simple. Moi, je sors de Troyes, il faut un transfert. Donc, deux clubs sont très intéressés, tout de suite, Caen et Nancy. Vous m'entendez, hein ? Ouais, on t'entend très bien, ouais. Donc, deux clubs sont très intéressés, Caen et Nancy. Il faut un transfert. Donc, du coup, le prix, je vais être transféré 2 millions d'euros. Sauf qu'il y a un, voire deux clubs qui sont intéressés. Mais intéressés, ça veut rien dire parce qu'il n'y a pas de position, il n'y a rien. Il y a Marseille et Saint-Etienne. Donc forcément que dans mon choix, si Marseille et Saint-Etienne ils me font une vraie proposition, ils veulent de moi, bien sûr ça va jouer entre les deux. Mais du coup, je vois que ça tergiverse, il faut m'acheter. À Marseille, c'est pour être le remplaçant de Nasri. Donc du coup, et Caen et Nancy, j'ai fait mon choix, je veux aller à Caen. Mais Caen me dit il va falloir te décider parce que je peux pas les faire attendre, sinon ils vont prendre quelqu'un d'autre. Et moi, à Marseille, tant que ça vient pas, je peux pas non plus attendre. Donc du coup, mon choix, il se tourne très vite vers Caen parce que je sais que c'est un club qui, avec un très beau projet de jeu, avec Franck Dumas qui fait bien jouer ses équipes, je sens que je vais être bien dans ce club et c'est un club qui travaille très bien. Donc il y avait un grand engouement aussi, ça remontait en Ligue 1. Je sais que par contre, je vais encore aller dans un club qui joue le maintien. Et bon, c'est sûr que j'aurais voulu connaître un club qui vise plus haut. Malheureusement, c'est à l'image de ma carrière, c'est que j'ai souvent été attiré par. J'ai souvent attiré des clubs qui malheureusement se battaient pour le maintien en Ligue 1. C'est jamais évident. Et donc à ce moment-là, il y avait toujours pas pour toi d'envie de quitter la France et de jouer à l'étranger ou pas d'opportunité? Déjà pas d'opportunité, pas non plus de motivation première d'aller à l'étranger parce que j'avais pas encore assez joué en France pour je voulais vraiment m'imposer dans le championnat en Ligue 1 et j'avais pas encore pour moi fait le tour et j'avais pas encore assez joué pour penser à aller à l'étranger et j'ai pas eu d'opportunité non plus. Donc après 5 saisons en Ligue 1 et la Ligue 2 avec Caen, tu ne prolonges ton contrat en 2012 et tu choisis de retourner à Troyes. Alors que je crois que l'AG Ajaccio est sur toi,
Pourquoi ce choix de retrouver le Stade de l'Aube et Jean-Marc Furlan? Ouais, donc du coup, pareil, toujours un choix entre Ajaccio, entre les stacks. Euh, Tu dis à 35 choisi. Il y en a beaucoup qui peut-être certains seraient allés en Corse parce que bon, il y a aussi le soleil, il y a aussi 35 ans, peut-être Ajaccio ici en Ligue 1. Mais il y avait tellement de points positifs pour revenir à 3, un club que je connaissais, donc je pense que l'acclimatation se ferait vite. Et puis surtout, le fait en fait, c'est Jean-Marc Furlan qui fait la différence. Le fait qu'il soit là, je sais où je mets les pieds avec quel entraîneur. Donc du coup, voilà, la vraie raison, c'est que Jean-Marc Furlan est l'entraîneur du club. Benjamin, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. C'était ma question d'ailleurs qui suivait. Alors après, donc vous redescendez en Ligue 2 et 2 ans après, vous êtes champion de Ligue 2. Donc vous remontez à la fin de la saison 2015, puis vous refaites l'ascenseur encore une fois. Et j'aurais voulu savoir comment mentalement on gère ces saisons qui sont très différentes, où tu connais de grandes joies d'être champion de Ligue 2 et un an plus tard de redescendre. Franchement, il y en a une saison où c'est une intersaison qui était très 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 difficile. C'est celle où on descend avec Caen en 2009 parce qu'on avait une très belle équipe, on avait l'ambition d'être dans la première partie de tableau. Et puis finalement, on descend, donc ça a été très compliqué. Après, c'est vrai que malheureusement, j'ai tout le temps été dans l'autre tableau de Ligue 2 pour remonter. Donc souvent dans les 3 premiers, j'ai fait 4 montées. Et malheureusement, je suis souvent descendu aussi les années qui suivaient. Donc parce que plus petit budget Ligue 1, c'est compliqué. Avec souvent un entraîneur comme Jean-Marc Furlan qui prenait le beau jeu et du coup en Ligue 1 c'est pas si facile aussi avec le plus petit budget. Donc ouais, c'était un peu l'image de ma carrière de faire il faudrait trouver un niveau entre la Ligue 1 et la Ligue 2, en tout cas dans les clubs où j'ai joué, j'étais à chaque fois dans cette position-là. Donc c'est jamais évident de vivre les fins de saison comme ça où en Ligue 1 on redescend. Mais à l'inverse, je me dis, j'ai eu beaucoup de joie et beaucoup de peine. Et en fait, j'ai vécu beaucoup d'émotions sur toute ma carrière. Quand tu es dans le ventre mou du championnat de Ligue 1, bon, t'en vis sûrement moins, mais tu restes en Ligue 1. Et juste, est-ce que c'est plus facile à gérer une saison de Ligue 1 où on se bat pour le maintien ou une saison donc, à l'étage inférieur en Ligue 2 où on se bat pour monter? Non, c'est plus facile à gérer émotionnellement les saisons où tu joues pour la montée. Ouais. Parce que tu es devant, tu es dominateur et tu joues pour monter. Donc c'est pour ça que je parlais du barrage. Quand on bat Lorient au barrage. Ouais, on va en parler tout de suite. Ouais. D'accord. Mais du coup, ouais, c'est plus facile de jouer pour monter que de jouer pour descendre. C'est plus compliqué parce que là, c'est stressant. Tu joues aussi la vie de club, quoi, le salarié aussi, parce que voilà, tu as une perte de budget. Donc, non, c'est plus compliqué quand tu joues pour le maintien en Ligue 1. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ça et te demander qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux entre les saisons où tu es monté en Ligue 1 ou les saisons où tu t'es maintenu en Ligue 1? J'ai envie de dire les deux. Il n'y a pas eu forcément de différence entre les maintiens en Ligue 1 et les montées de Ligue 2 en Ligue 1. Parce que je me rappelle d'un maintien en Ligue 1 avec Caen où on se maintient sur la dernière journée contre Marseille à domicile, le stade était plein, donc là c'était un très bon moment. Peut-être le moment le plus fort de ma carrière, sûrement. Je pense que c'est la montée avec 3 lors du barrage, parce que là c'est un match aller-retour, donc avec beaucoup d'émotions, beaucoup de regards sur ce match, parce que le championnat est arrêté, il reste plus que ce match-là, donc peut-être c'est celui-là le plus fort si je devais en sortir un, quoi. Mais sinon, c'est un peu kiff-kiff quand on tient un maintien sur les dernières journées ou une montée sur les dernières journées. Bah justement, c'est là où j'allais rebondir. Donc en 2016 arrive Jean-Louis Garcia. Vous remontez en Ligue 1 après votre victoire lors du barrage d'accession face à Lorient, donc ce que tu nous racontais, et tu marques le but décisif. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de ta carrière, ce but-là? Ouais, même si je sais pas encore qu'il va être décisif. Parce ouais, que, bien sûr, il y a un match retour. Ouais. Donc, c'est plus beau souvenir de ma carrière parce que déjà on a vécu une saison incroyable parce que sur la dernière journée on est 5 équipes encore à pouvoir monter en Ligue 1 et à la 95e minute on est en Ligue 1 et à la 96e on n'y est plus parce que Amiens marque contre Reims et nous on venait de gagner à Sochaux, mais avec Amiens ne gagne pas à Reims et Amiens gagne à Reims, donc on se retrouve 3e. Et après, c'est vrai que moi j'avais vu en début de saison qu'il y avait ce match de barrage, c'est la première fois qu'ils mettaient un match de barrage et
J'avais dit un peu en rigolant, ouais, j'aimerais bien, peut-être pour ma dernière saison, je jouais ce match de barrage, ça serait énorme. Et puis finalement, à la dernière journée, je voulais plus le jouer, je voulais qu'on monte directement. Bon, on y a eu le droit. Et puis ouais, c'est un match assez particulier. Tu joues au foot pour vivre ce genre d'émotion, ce genre de match. Donc les matchs à gros enjeux, c'est ça qui te fait vibrer. Et bon, encore plus quand ça passe, quoi. Bah, je me souviens très bien de cette dernière soirée de Ligue 2 parce que je l'ai vécu avec. Tu dois t'en souvenir. Tu parlais d'un match à 5 pour monter. Je l'ai vécu avec un supporter lensois. Et le but de Reims à la 95e changeait tout. Donc je te laisse imaginer la réaction de mon ami lensois à ce moment-là. Et Benjamin, comment tu gérais la pression pour ce genre de match? Avec l'expérience, beaucoup mieux. Je me focalisais sur le présent, de penser surtout au jeu, à te faire plaisir sur le terrain et beaucoup moins aux conséquences, à l'enjeu. Donc moi j'aimais bien, plus ça allait, plus je cherchais ça. Du coup pour ça j'aimais bien tirer les pénaltys parce que là je sais que c'est une pression aussi assez importante. Tu es tout seul contre le gardien, et puis plus pénalty va être important, plus il y a de l'enjeu, mais tu cherches ça en fait, même si je ne vais pas cacher que j'avais la peur. Voilà, avant d'aller tirer un péno, tu as le cœur qui bat plus vite. Mais avec le temps, j'ai réussi à beaucoup mieux gérer, en travaillant aussi mentalement. Parce que avec Jean-Marc Furlan, il avait sa conjointe qui était préparatrice mentale, qui nous a beaucoup fait travailler sur le mental. Et pour moi, c'est aussi très important de pouvoir, comme tu dis, gérer le stress avant un match, pendant le match. Et donc, souvent, ce qu'elle nous répétait, de se concentrer sur le jeu, sur le moment présent et pas aux conséquences éventuelles de rater ou de quoi que ce soit, quoi. Donc, ouais, le mental, ça fait partie prenante, je pense, d'un joueur qui doit travailler son mental, quoi, pour être plus performant. Et donc ensuite, tu prolonges jusqu'en 2019 avant de finalement prendre ta retraite à 42 ans. Comment et pourquoi tu as senti que c'était le moment de prendre ta retraite? C'est vrai que physiquement, je me sentais encore bien, sauf que la dernière saison, ça a été compliqué parce que l'entraîneur avec qui était à la tête de l'équipe, c'était beaucoup moins fluide. Je me retrouvais pas du tout dans son projet de jeu. Donc du coup, je prenais plus de plaisir sur le terrain à l'entraînement, je prenais plus de plaisir en match. Donc j'ai senti que ça devenait plus des sacrifices. Donc du coup, ça a été mentalement où la différence est faite et pas physiquement. C'est que mentalement, j'avais plus envie je me forçais pour aller à l'entraînement le matin. Donc du coup, là, tu comprends que ça sert à rien de faire l'année de trop, quoi. Donc du coup, j'ai essayé d'être le plus professionnel possible sur cette dernière saison parce qu'on fait une belle saison, on finit 3e, on fait un bon groupe, un barrage. Mais pour moi, c'était dur mentalement, ça a été compliqué. Donc, à la fin de ta carrière, enfin à la fin d'une carrière en général, on fait souvent le bilan. Donc, j'ai envie de te demander ton meilleur. Bon, ton meilleur, tu nous as dit que c'était ton but contre Lorient, mais peut-être un autre souvenir. Et ton pire moment, du coup, sur un terrain. Et est-ce que tu as eu des regrets au moment de tirer ta révérence? Alors, mon meilleur moment, j'ai dit Lorient. Après, Marseille, où j'étais en mauvaise passe et je me rappelle que je marque ce but 8 ou 10e journée de Ligue 1, à 90e on gagne 1-0 avec 3, c'était un dimanche soir en prime time, donc là c'était un moment très fort aussi. Après il y a eu plein de moments aussi très forts, mais voilà, niveau personnel. Après le plus gros regret de ma carrière, c'est je savais que j'allais être jamais champion de France de Ligue 1, je l'ai été en Ligue 2, ça c'est voilà, 2 lignes écrites, un à Caen et une à Troyes, ça c'est aussi une fierté. Et l'autre regret, ouais, c'est la demi-finale contre Bordeaux, parce que comme je dis, je ne pouvais pas être champion de France de Ligue 1 dans les clubs où je jouais, mais par contre, j'aurais pu gagner une Coupe de France et soulever le trophée, la Coupe, qui pour moi, la compétition mythique en France. C'était un rêve, quoi, de pouvoir le faire, surtout c'était atteignable. Et voilà, j'ai fait une demi-finale contre Bordeaux à domicile. En finale, c'était Evian, donc voilà, il y avait une possibilité. On perd en demi, et en plus, je suis suspendu sur ce match-là, donc voilà, c'est le plus gros regret de ma carrière. Ça devait être compliqué, ça. Surtout que tu es suspendu, tu peux même pas ouais, jouer. voilà. Et puis par rapport à de tirer ma révérence, non, sincèrement, je suis allé au maximum de ce que je pouvais faire. Donc non, je suis fier de cette longévité, d'avoir tenu jusqu'à 42 ans. Après, j'ai aucun regret d'avoir arrêté à ce moment-là. Maintenant, c'est sûr que bon, l'après, c'est un peu plus difficile parce que
qu'il y aura toujours un manque. Donc, faut vivre avec ce manque d'adrénaline, d'émotion, des moments de vestiaire, plein de choses quoi, qui manquent après une carrière. Mais ça fait partie de la vie l'après-vie, l'après-football, quoi. Bah, d'ailleurs, par rapport à cette incroyable longévité, on se dit que tu as dû faire des sacrifices sur le plan personnel notamment. Donc, ma question, est-ce que c'est facile de concilier vie personnelle et vie de football? Voilà, à bien la maîtriser. Après, c'est vrai que forcément, il faut faire des sacrifices et, au niveau familial. Donc, du coup, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de liberté après une carrière. Donc, mais les sacrifices, en fait, je dis même pas, pour moi, c'est même pas les sacrifices, c'est des contraintes, parce que les sacrifices, c'est le mot est trop fort par rapport à tout ce que j'ai pu vivre sur un terrain de foot. Donc, pour moi, c'était juste des contraintes. Mais c'est vrai que plus j'avançais en plus en âge, plus il fallait que je me repose et que je consacre mon temps hors football à être tranquille et à me reposer le plus souvent possible. Donc forcément, il y a moins de choses que tu peux faire pendant une carrière. Il faut que tu fasses attention à ce que tu fais en dehors, quoi. Et Benjamin, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui rêvent d'une carrière professionnelle telle que la tienne avec cette longévité-là? Bah, surtout, il faut s'accrocher. Moi, je pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves. La vie d'un footballeur, et quand tu es au centre de formation, c'est jamais linéaire. Il y aura des moments, des bons moments, des moments où ça va être beaucoup plus dur, mais il faut jamais rien lâcher. Toujours travailler, travailler et travailler, parce qu'il y a que le travail qui paye. Et puis, et mentalement, avoir surtout confiance en soi. Je crois que la confiance en soi, elle doit venir de soi-même et pas des autres. C'est pas un entraîneur qui va te donner ta confiance. C'est à toi de lui donner qu'il ait confiance en toi, donc il doit le ressentir. Donc surtout avoir confiance en soi, et c'est ce qui est le plus important. Confiance en soi et travail. Et donc, après ta carrière, si je ne me trompe pas, tu commences une formation de manager général de club sportif. Est-ce que pour toi, le management sportif, c'était naturel ou est-ce que tu as pensé à passer des diplômes d'entraîneur aussi? Voilà. Allô? Ouais, attends, non, j'entendais plus. Je répète ma question? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, après tout ça, tu commences une formation de manager général de club sportif, c'est ça? Allô? Ouais, allô? Ouais, je suis là, je perds la connexion. Ouais, allô? Ouais, C'est bon. ouais, nous on t'entend très bien. Il va répéter sa question. Ouais, je veux bien, j'ai pas entendu. Ok. Donc, après tout ça, tu commences une formation de manager général de club sportif, c'est ça? Est-ce que pour toi, le management sportif, c'était naturel? Est-ce que tu as pensé aussi à passer des diplômes d'entraîneur? Ah, purée, j'entends moins bien. Vous m'entendez, donc vous m'avez dit. Je vais me mettre en wifi peut-être. Ouais, nous on t'entend, c'est pas grave, on t'entend très bien. Ouais, je veux bien là. Là, c'est bon. Ouais, j'ai changé un peu l'internet. Ouais, c'est bon. Donc, je repose la question. Là, c'est bon, tu m'entends? Allô? Allô? Ouais, Capte nous, pas, nous, quoi. nous, nous, on t'entend très bien depuis le début. Ah, d'accord, ok. Bon, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas entendu toute la question, mais ouais, pendant après carrière, bon, ouais, j'ai commencé. En fait, j'avais deux choix. Je voulais rester dans le foot, hein, c'était ma priorité quand même. Soit c'était entraîneur, ou soit c'était un peu dans le rôle un peu directeur sportif, un peu travailler dans la direction, la politique sportive d'un club, et notamment à l'Estac. Après, à l'Estac, ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu le City Group, donc bon. Bref, du coup, j'ai lancé ma formation manager général à Limoges, au CDVS, qui a été très enrichissante, très plaisante. Donc, ça m'a énormément plu et ça m'a donné l'envie, ouais, de continuer dans le football. Et puis finalement, j'ai pas eu de rôle qui me correspondait au sein d'un club, au sein du club, surtout à l'Estac. Du coup, j'ai cette possibilité de travailler dans les médias. Donc, j'ai commencé par Eurosport sur la Coupe de France, donc ça m'a énormément plu. C'était hyper enrichissant de découvrir un petit peu un métier autour du football, ce qui se passait derrière la caméra, de comprendre aussi certaines choses que tu ne comprends pas forcément quand tu es en carrière, quand tu es joueur. Et du coup, après, ça s'est enchaîné, ça m'a plu. Et du coup, j'ai continué avec Mediapro sur la Ligue 1. Et puis maintenant, je suis sur Prime Video où je m'éclate. Donc chaque week-end, je suis sur les stades. Donc c'est un pur plaisir de pouvoir commenter les matchs et de pouvoir voilà, donner son analyse tactique, faire comprendre aussi aux téléspectateurs ce que peut ressentir un joueur, ce que peut ressentir une équipe, un club. Donc ça me plaît énormément.
Et est-ce qu'à un moment, tu as pensé à passer tes diplômes d'entraîneur? Ouais, bien sûr, ouais, même encore j'y pense, hein, parce que j'adore tellement ça que j'y songe, mais pour l'instant j'ai pas lancé le truc parce que c'est chronophage après. Donc du coup, quand tu te lances, après faut vraiment être prêt à encore faire des sacrifices aussi dans la vie de tous les jours. Et te consacrer pratiquement qu'à ça. Donc, il y a un choix de personnel, de professionnel, mais il y a aussi un choix de vie, un choix de famille. Donc, c'est pas évident de trouver le bon équilibre. Donc, c'est pour ça que si ma réflexion elle est pas évidente, c'est parce qu'il y a ce choix de vie et ma famille qui est aussi avec 3 enfants, ma femme et tout. Donc, faut essayer de trouver le bon équilibre. Et si tu es entraîneur, bah, tu sais que pratiquement c'est du 100%. Donc faut s'y consacrer totalement, quoi. Donc Benjamin, j'aimerais te demander comment tu as géré après ton après-carrière ce manque d'adrénaline et de pression. Tu nous as dit qu'aujourd'hui tu étais sur Amazon, mais surtout, Ouais. moi, j'aimerais savoir comment tu as géré ça. Bah, tu le gères pas en fait. Essaye du mieux possible de l'oublier, mais c'est toujours dans un coin de ta tête, dans ton corps aussi. Moi, voilà, tu as toujours l'habitude de te préparer chaque semaine, les objectifs. Tu as une routine aussi de semaine, tu as une routine aussi voilà, de travail, de vie, et puis surtout les objectifs, et aussi l'adrénaline, les émotions que tu peux vivre sur un terrain. Je crois que tu peux pas leur retrouver ce que tu as vécu en tant que joueur. Donc, bon, voilà, je fais un peu de compétition, un petit peu au tennis, un petit peu, voilà, ça va avec des potes, avec tout ça. J'essaye de mettre des enjeux des fois, mais c'est sûr que ça remplacera jamais ce que j'ai pu vivre en tant que joueur. Après, tu peux le revivre en tant qu'entraîneur différemment et beaucoup plus sûrement de pression, de stress, tout à gérer et tout. Mais voilà, le seul endroit où tu pourrais essayer de revivre ces moments que j'ai vécu comme joueur, c'est en tant qu'entraîneur d'une équipe. Et pour terminer, Benjamin, je vais m'adresser un peu aux consultants. Tu nous as dit que tu t'éclatais sur la plateforme d'Amazon tous les week-ends sur les terrains de Ligue 1. Le mercato a terminé il y a peu et on a été marqué par l'arrivée en force du marché saoudien. D'abord, je voudrais te demander qu'est-ce que tu penses de ces offres mirobolantes et est-ce que tu comprends les joueurs de plus en plus jeunes qui signent en Arabie Saoudite? Alors, du coup, ouais, du coup, sincèrement, je me retrouvais plus dans le football des années 90, 2000, où tu t'identifiais beaucoup plus à une équipe avec des joueurs qui restaient un peu plus longtemps dans leur club. Il y avait plus l'amour du maillot, plus cet esprit d'équipe, cet esprit club. Maintenant, le football a évolué, faut vivre avec son temps. C'est vrai qu'il y a énormément d'argent maintenant dans le football, pas seulement, on parle de l'Arabie Saoudite, mais beaucoup dans les clubs aussi déjà européens, où il y a beaucoup de trading, beaucoup de business, beaucoup de fonds d'investissement qui viennent dans nos clubs. Donc c'est assez particulier, je m'y retrouve forcément moins. Maintenant, par rapport à l'Arabie Saoudite, sincèrement, ouais, je trouve que c'est dommage que aussi jeunes, certains partent jouer là-bas. Après, je comprends, en fin de carrière, il y a des offres mirobolantes qui sont difficiles à refuser pour des joueurs qui sont en fin de carrière. Mais par contre, aussi jeune, j'ai du mal à comprendre parce que le football, il n'y a rien qui remplace le football, la beauté du jeu, quoi. Aller gagner des Ligues des Champions, aller gagner des matchs à fort enjeu, c'est des moments, je pense, indescriptibles, d'émotions tellement fortes que voilà, c'est irremplaçable. Et ça, tu peux pas l'acheter. Et je trouve que c'est dommage de partir si jeune maintenant. Après, il faut respecter voilà, les choix des uns et des autres. On voit les choses différemment et chacun est libre de faire ses choix par rapport à ce qu'il a envie de vivre, quoi. Maintenant, moi en tant que joueur, est-ce que j'ai vécu, voilà, ce serait pas mon choix. Mais, C'est plus difficile à comprendre, mais après, faut respecter les choix des uns et des autres. mais est-ce que tu ne penses pas qu'à force qu'il y ait déjà de jeunes joueurs prometteurs, de jeunes talents prometteurs qui signent en Arabie Saoudite, mais aussi des grandes stars ou enfin des joueurs déjà aguerris qui signent là-bas, tu ne penses pas qu'un jour le championnat saoudien lui-même pourra être un championnat compétitif? Bah peut-être, hein, l'avenir nous le dira. C'est vrai que
peut-être. Franchement, j'ai du mal à me dire qu'il sera plus compétitif que le nôtre. Mais quand tu vois certains joueurs qui commencent à partir là-bas, maintenant, tu te dis, si ça continue à ce rythme-là, peut-être que tu vas avoir les meilleurs qui vont être là-bas. Et du coup, ça va attirer les autres, ça va être fait boule de neige. Et maintenant, rien ne remplace quand même les championnats européens, je pense, à mon avis. Sur la durée, quand même, championnat européen, Ligue des Champions. Ne serait-ce que pour la Champions League, c'est ça. Ouais, il y a la Champions League, il y a quand même l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre. Moi, je pense pas quand même. En tout cas, on n'espère pas. Oui, bien sûr. Après, mais je pense pas parce que quand même les championnats européens sont quand même très très forts. Bon, il y a quand même aussi énormément d'argent dans le football européen. Et pour l'instant, je pense que voilà, c'est quand même une minorité qui partent là-bas et quand même, il y a quand même l'enjeu sportif qui doit passer au-dessus de l'enjeu financier. Après, voilà, c'est ce que je ressens, quoi, en tout cas. Ouais. Bah, tu nous as dit que tu étais un fan du PSG, et donc moi aussi. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses du mercato parisien cet été. Très bon. Ouais, enfin, là, on a une vraie équipe. Une équipe équilibrée. Juste un petit pincement au cœur de voir partir Verratti. Ah, c'est dommage. C'est juste mon petit regret. Je trouve la saison dernière était compliquée pour lui, mais sur les 10 saisons qu'on a vues de Verratti, quand même, je trouve que c'est dommage de se passer d'un joueur de ce talent-là. Maintenant, je trouve que le mercato parisien, pour une fois, a été très bon. Il y a une équipe très équilibrée avec un milieu de terrain qui est très fort, avec Ugarte qui fait énormément de bien, Zaïre Emery, pourtant malgré son jeune âge, voilà, je trouve que il va faire énormément de bien dans le milieu parisien, avec très équilibré. Non, c'est franchement, je pense que là on peut rivaliser. Alors Manchester City a mis énormément de temps avant de la gagner la Ligue des Champions, mais au moins tu sens que tu as une équipe qui est équilibrée pour au moins faire partie des favoris, même si ce sera compliqué aussi pour la gagner, mais au moins tu te dis que il y a un vrai équilibre dans cette équipe, ce qui n'était pas le cas la saison précédente. Et Benjamin, on a parlé du PSG. Maintenant, je te pose une question sur l'OM. Qu'est-ce que tu as pensé du mercato olympien? Il faut laisser un peu de temps. Pour l'instant, je suis forcément moins convaincu que celui parisien. Mais ce qui est surprenant à Marseille, c'est que tu rechanges d'entraîneur. Toi, l'année dernière, ça marchait bien. Tu restes pas sur de la continuité. Avant, c'était Sampaoli qui est parti aussi. Et je trouve que c'est dommage, quoi, parce que je crois qu'il faut aussi avoir de la stabilité pour pouvoir aussi. Là, ils étaient en train de construire quelque chose l'an dernier avec Igor Tudor. Voilà, c'est rechangement d'entraîneur, rechangement de style de jeu. Le 4-4-2 pour l'instant, je suis pas forcément convaincu. Je trouve que ça laisse énormément de place au milieu de terrain. Les deux, ils sont Rongier et Verretou sur le dernier match, par exemple, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Je pense que quand ils vont jouer les meilleurs de notre championnat et au milieu de terrain, c'est quand même souvent les moteurs des équipes. C'est là où se jouent souvent les matchs. Les milieux de terrain très forts. Jouent à Monaco. Pourquoi en ce moment ça marche bien? Parce que tu as Camara, Fofana et Golovin et Minamino. On a retrouvé un vrai Minamino. Les quatre, là, un peu, ils ont un 3-4-2-1. Et voilà. Et je trouve dans le cœur du jeu, je trouve que c'est beaucoup trop délaissé par Marseille avec leur 4-4-2 qui est pas assez dominateur. Surtout quand ils vont jouer les gros du championnat. Et après, il faut laisser un peu de temps aussi, l'adaptation. Ndiaye, je pense qu'il arrive aussi, et c'est un fan de l'OM à la base, et il peut aussi avoir la pression aussi quand son arrivée, tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment une qualité pour s'imposer à l'OM. Maintenant, il faut un petit peu de temps. Il y a des joueurs de qualité. Maintenant, il leur faut un peu de temps pour s'exprimer et puis attendre aussi la pleine mesure de Aubameyang, quoi. Et donc, pour pas faire de jaloux, on va aussi parler rapidement de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que tu penses du départ de Laurent Blanc et de manière générale de la situation actuelle à Lyon? Ouais, la situation, elle est très compliquée depuis le rachat de John Textor à l'OL. Maintenant, Laurent Blanc sentait dès le début que il était sur la sellette. Le mercato a été très compliqué parce que ils n'ont pas d'argent et du coup ils n'ont pas pu recruter. Et au pire, ils ont dû vendre leurs jeunes joueurs lorsqu'ils leur arrivent jamais à l'OL, de vendre Lukeba, de vendre en fin de mercato Barcola.
d'être obligé de se séparer de joueurs talentueux et surtout qui viennent issus du club, quoi, qui restent souvent quand même un petit peu avant de partir. Donc sans réel renfort jusque-là, au dernier moment, au dernier jour du mercato, ils se sont renforcés. Et je suis déçu de pas avoir peut-être laissé mettre Laurent Blanc dans les meilleures conditions. Le mettre dans les meilleures conditions. Alors certes, il n'a pas eu de résultats, on est peut-être aussi il paye les meilleurs résultats, la communication aussi, mais de pas avoir eu les meilleures conditions pour travailler sereinement. Et ce qui n'était pas le cas à l'OL avec le changement de présidence. Il y a trop de flou dans ce contexte lyonnais, quoi. Donc même le mercato, il y a eu le changement aussi de directeur sportif, peut-être pas au meilleur moment. Donc le temps de mettre en place les choses, le mercato, du coup ils ont dû faire sur le dernier coup avec Mama Baldé, et rien n'avait été préparé forcément à l'avance, quoi. Donc et surtout beaucoup d'incompréhension en fait sur l'OL. Pour revenir rapidement sur le PSG Verratti, moi je voulais te dire que moi aussi je trouve ça très dommage qu'ils partent, surtout que maintenant, enfin depuis que Mota et Matuidi sont partis, on a enfin un milieu compétitif et c'est dommage que pour une demi-saison ils veulent absolument le faire partir. Et tu penses quoi de l'hommage, mais même pas d'hommage, ils ont même pas accepté de le laisser jouer 10 dernières minutes au parc. Ouais, voilà, c'est regrettable. C'est regrettable, il mérite pas une sortie de la sorte parce que sincèrement, Verratti, c'est vrai que peut-être qu'il a pas une hygiène de vie respectable en dehors, voilà, peut-être qu'il a pas fait. Mais par contre, quand vous le voyez sur le terrain, il s'est jamais caché. Déjà techniquement, c'est un monstre. Il n'avait jamais peur de demander le ballon et il n'est jamais avare d'effort. Hein. Il a trempé le maillot. Hein. Quand on parle de mouiller le maillot, vous n'allez pas me dire Verratti, c'est un joueur. Franchement, quand il était sur le terrain, mais il se défonçait pour l'équipe, pour le collectif. Il se la jouait pas à la star. Sauf que oui, peut-être qu'il y a eu une hygiène de vie pas bonne, ce qui fait qu'il a été souvent blessé. Il a eu pareil sur le terrain. Moi, j'aimais ce mec qui se défonçait des fois. Bon, c'est sûr qu'il avait ce problème avec les arbitres, mais parce que c'était un gagneur, un compétiteur, et toujours pour l'équipe. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est regrettable. Qu'il ait eu cette sortie, c'est un choix de pas le garder, voilà, c'est comme ça, c'est le choix des dirigeants, mais après qu'il ait cette sortie, après avoir fait 10 ans, après avoir fait autant de matchs avec le Paris Saint-Germain, pas avoir le droit d'avoir une sortie, c'est pas respecter le joueur et l'homme, quoi. Donc je suis un peu déçu pour Marco Verratti, forcément. Moi je trouve que c'est ça qui est regrettable un peu avec le PSG encore, c'est la manière dont ils gèrent leurs légendes, comme Cavani, comme Thiago Silva. Verratti c'est le meilleur milieu de l'histoire du PSG, et le faire sortir comme ça c'est dommage. Ouais, et puis surtout je trouve que voilà, Cavani, Thiago Silva, c'est des joueurs quand même qui ont mouillé le maillot, qui ont montré l'exemple, sur le terrain qu'on donnait pour le Paris Saint-Germain, et c'est vrai que je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que même footballistiquement, je trouve que là, avec Ugarte à côté de lui, je trouve que Marco Verratti, il aurait eu un peu moins de tâches défensives à effectuer, il aurait pu être dans de meilleures conditions, donc je trouve qu'à 30 ans, il aurait pu encore rendre de bons services cette saison, et moi, sincèrement, je le voyais bien dans ce milieu de terrain à 3, avec Zaïre Emery, lui, et Ugarte. Je trouve qu'il aurait été très bien, et il aurait été très bon. Ouais, je suis complètement d'accord. Benjamin, pour terminer, deux questions encore d'actu. On sort à peine d'une trêve internationale. Donc on a eu deux matchs de l'équipe de France, une victoire plutôt convaincante, on va dire, contre l'Irlande, et puis une défaite assez franche en Allemagne. Qu'est-ce que tu as pensé de cette trêve côté bleu ? Ouais, moi je trouve que c'est une trêve positive. Hein. L'important, c'était d'assurer la qualif pour l'Euro avec le match contre l'Irlande, où là, il a mis sa vraie équipe. Et je trouve que c'était intéressant dans le système de jeu, un peu hybride, un peu des ressorties de balles à 3 derrière, 3 axiaux, avec Mbappé qui resserrait un petit peu dans l'axe, donc qui mettait Théo Hernandez vraiment à côté gauche. Et après, ça se retransformait un peu en 4-3-3 pour défensivement. Donc contre l'Irlande, c'était intéressant. Après, contre l'Allemagne, c'est dommage parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu un bon match. L'équipe de France, ouais. C'était pas performant. On s'est un peu ennuyé offensivement. Mais je crois que Deschamps, souvent dans ces matchs-là, c'est le deuxième match derrière, je crois qu'il teste pas mal de choses aussi en vue des prochains matchs. Donc il teste, il a testé
un système de jeu, il a assisté des joueurs, et ce qui lui permet d'avancer aussi dans sa projection pour l'Euro, parce que au final, maintenant l'Euro, on va être à l'Euro, et l'objectif c'est de gagner l'Euro. Donc là, il teste un peu dans un match où il donne moins d'importance au résultat, mais plus, je pense, à des systèmes de jeu, à des choses qu'il va tester, comme il a déjà fait par le passé. Et je trouve que c'est plutôt positif. Ça lui a donné des réponses peut-être à des questions qui, lui, il pouvait se poser. Alors nous, en tant que supporters, on s'est ennuyé, on s'est pas régalé, mais lui, sûrement, à titre personnel, ça lui a donné des réponses à ces questions. Et Benjamin, alors dernière question qui est un petit peu liée malheureusement à l'actualité. Là, nous trois, en fait, on est trois Marocains. Et du coup, on en profite pour rendre hommage aux victimes du séisme qui a eu lieu le 8 septembre. Et on voulait te demander, parce que ça nous fait plaisir les résultats qu'on a eu nous à la Coupe du Monde, je voulais te demander ton avis un peu sur cette équipe du Maroc. Moi, je suis aussi très sensible à ce qui se passe au Maroc aujourd'hui, donc très attristé parce que j'ai des amis marocains. J'y étais il y a pas longtemps, en juin, donc et j'y retourne en novembre, donc forcément, donc depuis c'est à Marrakech. Et par rapport à l'équipe du Maroc, mais c'était magnifique de voir cette équipe avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie de faire. Moi, j'adore cette ferveur, cette ferveur derrière les équipes nationales. Je trouve qu'on n'est pas assez patriote en France, donc du coup je suis très 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 heureux de ce qui a pu se passer au Maroc. Ça a fait vibrer tout un pays. Moi j'ai mon pote Karim Hamzine qui est l'entraîneur adjoint de Walid Regragui, qui jouait. Je savais qu'il était pote de très longtemps, donc du coup maintenant c'est l'entraîneur adjoint Karim Hamzine qui a aussi fait la Coupe du Monde 98. Donc moi je sais que je l'ai vu en direct. Donc ils ont été agréablement surpris de leur Coupe du Monde, quoi. C'est impressionnant. C'est le pays africain qui est allé le plus loin dans une Coupe du Monde. Et c'est une belle réussite maintenant. Ils vont avoir la pression maintenant parce que maintenant ils sont favoris pour la CAN, et du coup maintenant ils vont être dans la peau de favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique. On les attend aussi à la prochaine Coupe du Monde. Donc, mais aussi tu te rends compte qu'il y a des superbes joueurs en équipe nationale, quoi. Moi il y a un joueur celui que je préfère, c'est Azdin Ounahi, quoi, une qualité qui arrive d'Avranches. Je crois qu'il a été formé à Strasbourg. Exactement. Si je dis pas de bêtises, il était à Strasbourg avant. Il fait Strasbourg, Avranches, puis Angers. Ouais, voilà. Et voilà, à la Coupe du Monde, il a aussi marqué les esprits. Donc ouais, non, c'est rafraîchissant de voir une équipe africaine aller si loin en Coupe du Monde et qui ont fait vibrer tout un pays. Surtout, ça, c'est ça que j'aime aussi, quoi. Bah écoute Benjamin, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de C'est plus que du foot, merci infiniment. Et on te souhaite plein de bonnes choses et plein de réussites avec Prime pour la fin de saison. Merci beaucoup à vous trois et bonne continuation. Merci, salut Benjamin. Et bien écoutez les amis, on arrive à la fin de cette heure d'interview. Camille, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et Mehdi, merci comme d'habitude, toujours avec là. plaisir, merci à toi. Et ben moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est plus que du foot. Salut.